Donc il a été question précédemment de régulation. On va plutôt se situer en amont et essayer de réfléchir d'un point de vue éthique, d'un point de vue sociétal, comment les technologies numériques eh bien, interviennent sur nos modes de vie, sur l'organisation de la société. Donc j'ai le plaisir d'animer cette session. Donc je suis Pierre-Antoine Chardel. Je suis professeur de sciences sociales et d'éthique à l'école de management de l'Institut Mines Télécom et chercheur au laboratoire d'anthropologie politique du CNRS et de l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc je suis très heureux d'animer cette table ronde donc sur ce thème, l'éthique et la société à l'épreuve des technologies numériques. Et avant de vous présenter mes invités, je vais vous formuler quelques éléments d'introduction en disant que l'éthique va... Qu'est-ce qu'on va entendre par l'éthique ? C'est un terme qui apparaît beaucoup, notamment sur les débats sur le numérique. Donc une mise au point sur les termes me semble importante. On va dire que l'éthique va concerner le souci d'agir en faisant intervenir des valeurs telles que le respect, la responsabilité, l'autonomie du jugement ou la sincérité. Autant de valeurs qui sont à bien des égards, on pourrait dire, mises à l'épreuve par la métamorphose que nous vivons. Et les médiations numériques peuvent être, on le sait très bien, c'était bien évoqué précédemment, de redoutables outils de captation de l'attention ou de contrôle des corps, de contrôle des identités, aussi de contrôle des affects, tout autant que des outils d'engagement aussi dans la sphère publique, des outils d'émancipation. Ce sont des dimensions qui ont été clairement mises en avant depuis ces dernières décennies par un certain nombre de politologues, de sociologues, de philosophes. J'avais moi-même eu le plaisir de publier cet article dans une excellente revue que vous connaissez sans doute, la revue politique et parlementaire, sur la façon dont l'ère numérique redéfinit le rapport à la sphère publique, à l'espace public. En disant en fait que de nouvelles formes de mobilisation se créent avec le numérique, on pourrait dire de production de subjectivité en réseau, s'épanouissent en créant de nouvelles manières d'être ensemble, donc dans l'hyperconnexion. Pour autant, et donc ce sera là un enjeu de cette table ronde, je dirais que plus nous avons tendance à vivre frénétiquement la nouveauté, et la nouveauté technologique, plus il semble impérieux de garantir des cadres d'analyse amples et de retrouver par là un rythme qui soit fidèle aux exigences d'une démarche critique et réflexive. Et on pourrait dire que vivre notre modernité de point de vue réflexive, de manière la plus réflexive que possible, est sans doute un beau défi dans une société où nous avons tendance beaucoup à consommer tout ce qui relève de la nouveauté. Peut-être en créant une certaine forme d'aveuglement. Et tout ce qui relève de l'innovation, avec le sentiment que tout ce qui est possible d'un point de vue technique n'est pas pour autant socialement souhaitable. Et c'est là où la dimension éthique intervient. Alors même que nous avons l'impression peut-être que nous nous laissons dépasser parfois par un certain tourbillon du progrès. Mais de quoi ce progrès est-il fait ? De quoi ce progrès est-il le nom ? Et surtout, comment sensibiliser à l'éthique ? Alors, à l'éthique, au souci de soi, au souci de l'autre, du bien commun, dans des moments où nous sommes de plus en plus susceptibles d'être enfermés aussi. Et c'est ça une grande tension, un grand paradoxe de l'ère numérique. Nous sommes à la fois très ouverts au monde extérieur, en même temps très enfermés dans des bulles cognitives, dans des bulles informationnelles. Donc comment créer, et c'est là une question pour ouvrir la table ronde, et je vais ici faire référence à une grande philosophe, Hannah Arendt, comment créer la possibilité de vivre plus sereinement avec les technologies numériques. Et c'est aussi un point d'horizon pour ces jours, ces prochaines journées du printemps des technologies. Quels grands défis se posent à nous, et en particulier donc pour les jeunes générations? Comment crée-t-on la possibilité de dépasser une forme de déterminisme technologique et avec toutes ces parts d'aliénation, toutes ces dimensions très aliénantes qui ont été bien révélées précédemment,
et comment créer la possibilité d'un nouveau commencement, pour emprunter une belle formule d'Hannah Arendt. Alors pour discuter de tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir une philosophe et psychanalyste qui était déjà présente parmi nous l'année dernière, Elsa Godard, qui est auteure d'une vingtaine d'ouvrages, qui est habilitée à diriger des recherches, chercheur à l'université Gustave Eiffel et chercheur associé au laboratoire d'anthropologie politique, donc du CNRS et de l'école des hautes études en sciences sociales. Et Elsa Godard est récemment intervenue dans le débat dont elle nous parlera peut-être. Faut-il rationner Internet, qui serait un peu une question en vis-à-vis avec ce qui a été dit aussi précédemment dans les précédents panels. On a le plaisir aussi d'accueillir Grégory Aymar, qui est journaliste et qui est auteur de livres, articles, de scénarios et de documentaires, et qui travaille particulièrement sur les questions qui portent sur l'avenir de l'humanité, des grandes questions, telles que la technologie, la science, l'écologie et la spiritualité. Il est auteur de ce roman d'anticipation, I.Am., qui raconte l'histoire d'un homme qui décide de se faire implanter, vous allez peut-être revenir sur ce récit, de se faire implanter une puce dans son cerveau qui lui permet d'être constamment connecté à une intelligence artificielle. Et on verra peut-être l'intérêt, la force du récit d'anticipation pour nous sensibiliser à des problématiques éthiques très, très contemporaines. On voit comment l'anticipation parle beaucoup de nous, de notre présent. Et troisièmement, nous aurons le plaisir de réentendre Cyril Di Palma, qui est délégué général de l'association Génération Numérique, très engagé, comme l'on sait, sur la prévention de l'information et sur les enjeux et les risques d'Internet. Alors pour commencer un premier tour de table, si je puis dire, je demanderai à mes invités de répondre très brièvement à la question de savoir quels sont les défis peut-être les plus sensibles d'un point de vue éthique, d'un point de vue sociétal, les défis les plus décisifs que nous rencontrons avec les technologies numériques. Je poserai cette première question peut-être à Elsa Godard, qui est très attachée à cette idée face à ces enjeux de régulation dont on a parlé tout à l'heure. Elsa Godard est très attachée à cette idée de développer une éthique du sujet numérique, alors sans pour autant tout dévoiler dès à présent, mais de nous dire quelques mots sur cette importance de délimiter les contours d'une nouvelle éthique ou d'une éthique du sujet. Bonjour à tous, ravie de pouvoir prendre la parole pour défendre un enjeu qui me semble fondamental. Je vais brièvement, donc tu nous as dit, Pierre-Antoine, et merci pour cette présentation, je vais brièvement répondre à la question parce qu'elle mériterait beaucoup de développement. Ça fait 20 ans que j'enseigne l'éthique médicale maintenant. L'éthique médicale, c'est de la philosophie pratique appliquée au champ de la médecine. Donc les enjeux qu'on retrouve dans l'éthique médicale, ce sont des enjeux de vie ou de mort. Faut-il dire ou pas dire? Faut-il amputer ou pas? Réanimer ou pas? On a actuellement dans la société un débat sur la fin de vie. Ce sont des problématiques de cette nature. Et je suis au contact des soignants depuis 20 ans. L'éthique, de fait, je la pratique intrinsèquement. Je dirais même que j'ai abandonné la philosophie traditionnelle au profit de l'éthique. Parce que quand on commence à faire de l'éthique, c'est un point de rencontre, d'une certaine manière, pourrait-on dire, entre la théorie et la vie elle-même. Et finalement, quand je parle de Yankelevitch sur la question de la mort à mes étudiants qui sont chefs de service en réanimation, par exemple, ou oncologues, c'est la rencontre d'une expérience avec une théorie. Et ça nous embarque tous les deux, comme dirait Camus. Ça nous élève. Il y a quelque chose d'une vérité philosophique dans l'éthique. L'éthique, elle est née en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous connaissez peut-être la fameuse éthique à Nicomaque. Une éthique à Nicomaque qui n'est pas encore une éthique du sujet, qui n'est pas une éthique du sujet, qui est dans un contexte que l'on pourrait qualifier au 5e siècle, contexte holiste, où on parle que d'individus du point de vue social, où la question du jeu, de ce qu'on appellera d'un point de vue plus technique l'ipséité, la singularité du sujet, son unicité, la capacité à dire je, la conscience de soi, la conscience réflexive, ce sont des notions qui n'ont pas de réalité potentielle à cette époque-là.
Eh bien, en ce qui nous concerne aujourd'hui, il me semble que l'éthique a une place fondamentale à jouer, peut-être plus que jamais. Et je dirais même que la philosophie est au premier plan. Alors, vous savez, les critiques que j'entends bien souvent, l'éthique, ce sont des bons sentiments. Qui n'en a pas ? Qui ne voudrait pas, et je l'entends à tout va, et madame, j'ai eu le plaisir d'entendre à la fin de votre discours, vous citiez vous-même, où est l'humain ? On l'entend continuellement aujourd'hui avec l'avènement des nouvelles technologies, ce qu'on appelle nouvelles avec des technologies contemporaines. La question de l'humain, peut-être que la question de l'humain n'a jamais été, non pas menacée, mais challengée. Qu'est-ce que ça signifie, challenger ? Ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être que le développement qu'on est en train de mettre en œuvre, qui parfois nous donne le sentiment de nous dépasser parce qu'on ne comprend pas tout, on n'est pas tous techniciens et spécialistes du numérique, mais on l'utilise, on en fait usage. Peut-être qu'au fond, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'être humain ? Qu'est-ce qu'être humain ? C'est-à-dire, est-ce qu'être humain, c'est naître dans une forme d'hominité, une espèce animale qui serait l'humanité, qui nous serait donc dès lors donnée dès le départ ? Ou est-ce qu'être humain, c'est agir avec toujours plus d'humanité ? De ce point de vue-là, être humain est une quête permanente. C'est un devenir incessant. C'est une quête inachevée. C'est une tension vers une réflexion qu'on doit mener de façon constante. Finalement, le développement technoscientifique, dans le sentiment qu'il nous éprouve, qui nous invite à interroger nos limites, nous pose cette question fondamentale, qu'est-ce qu'être humain ? Et ça, je trouve que c'est une grande chance. La deuxième chose, c'est cette angoisse qui est liée à la production du numérique, où effectivement on a le sentiment que quelque chose nous échappe, que quelque chose nous dépasse, qu'on est réifié nous-mêmes par l'objet numérique. On lui appartient plus qu'il nous appartient d'une certaine manière. Et cela nous invite à une seconde question, une question d'anticipation. Dans quel type d'humanité voulons-nous vivre ? Dans quel monde ? Pour nos enfants. Et vous voyez, ces grandes questions qui sont des questions philosophiques, qui nous invitent à poser un horizon et donc une certaine vision. Cela nous invite à nous rassembler dans une pluridisciplinarité, dans la pluralité des regards, dans une grande diversité, pour essayer déjà, avant toute chose, avant de nous dire menacés par quoi que ce soit, avant de nous dire en danger par quoi que ce soit, faudrait-il savoir déjà ce que l'on pourrait perdre ? Est-ce qu'on a affaire à un changement ou est-ce qu'on a affaire à la perte de quelque chose ? Est-ce qu'on est dans une transition ? Et alors, rien de nouveau sous le soleil de l'humanité. Ou est-ce qu'on est véritablement dans quelque chose qui nous ferait nous remettre radicalement en question ? Mais dans les deux cas, nous faut-il être au clair avec cela ? Qu'est-ce que l'on veut ? Quel type d'humanité est souhaitable ? Peut-être qu'une humanité hybride est souhaitable, mais sans poser ces questions qui sont des questions éthiques essentielles. Notre angoisse est infondée, car pour l'instant, on n'a rien réellement perdu. Alors vous voyez, souvent on me dit que l'éthique, ce sont des bons sentiments, et comme elle est bien souvent seulement indicative, elle prescrit des recommandations, mais en aucun cas on est obligé de la suivre. Les recommandations sont simplement de bons conseils, pourrais-je dire. Elle n'impose rien, et d'ailleurs c'est toute sa valeur, la valeur de la liberté et de la responsabilisation vis-à-vis d'autrui. Eh bien on dit qu'elle ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas le fondement du politique derrière. Il n'y a pas l'obligation de la contrainte. Pour autant, j'aime à penser, et ça sera le premier point que je poserai ce soir, j'aime à penser de faire un pari sur l'humain, dans ce qu'il est, dans sa potentialité, dans sa capacité à penser par lui-même et à s'autodéterminer, en clair le pari du libre arbitre, et donc de la responsabilité de chacun, et donc de l'éducation, on en parlera aussi peut-être tout à l'heure. J'aime à penser qu'on est capable, justement, de réfléchir sur ce devenir, sur cette réflexion de ce que c'est qu'être humain, et qu'avant d'interdire, de réguler, d'anticiper une négativité, déjà que l'on sache ce que c'est qu'être humain, que l'on détermine le monde de demain ensemble. En bref, créer le sentiment d'une utopie sociale. Merci pour ces premiers éléments en fait, qui nous amènent brillamment à penser que l'enjeu n'est peut-être pas d'avoir peur de la technique, mais de réaffirmer les contours de l'humain et de retrouver peut-être une forme de confiance dans l'humain et ses valeurs, c'est-à-dire réaffirmer aussi le cadre de valeurs que l'on entend défendre. Et sans cela, en effet, on peut laisser le déferlement technologique nous dépasser très très vite. Alors, justement, pour nous sensibiliser à ce que pourrait être un déferlement technologique, c'est-à-dire une technologie sans conscience ou une technologie qui serait adoptée comme telle, qu'est-ce que peut la littérature ? Qu'est-ce que peut la littérature, en particulier d'anticipation ?
et comment peut-être, Grégory et Aymar, vous percevez votre rôle de créateur, aussi de penseur de la technique, de penseur de l'IA. Comment vous percevez votre tâche, votre responsabilité pour ces grands enjeux qui s'opposent à nous aujourd'hui? Alors merci pour cette question et bonsoir à tous. Alors moi d'abord je rejoins complètement Elsa sur la question que pose la révolution technologique qu'on vit aujourd'hui, puisque la bonne nouvelle c'est que ça nous impose de demander ce qu'est l'être humain. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Et c'est une question qui est millénaire, mais qui est posée avec une acuité sans précédent actuellement. Et je rejoins aussi Elsa dans sa référence à la philosophie antique, puisque la philosophie en Antiquité était le socle de la politique. Et elle traversait toutes les réflexions pour les choix de société. Et aujourd'hui, tout à l'heure, dans une précédente table ronde, on évoquait une baisse de la culture scientifique chez le public, globalement. Moi, ce que je constate et ce que je déplore un petit peu, c'est une baisse encore plus grande de la réflexion, des réflexions existentielles sur le sens de la vie, sur la nature de la conscience humaine, sur globalement la métaphysique. On est dans un monde très matérialiste et où la métaphysique est devenue, me semble-t-il, trop marginale et peut-être même un peu honteuse selon mes perceptions. Et donc, pour répondre à ta question, Pierre-Antoine, on se voit ou on se tutoie? Je ne sais plus. Tu m'as vouvoyé tout à l'heure. Bon, alors, je te tutoie. Moi, ce que me permet la littérature, en l'occurrence, notamment ce roman qui était à la base un roman d'anticipation, puisque j'ai commencé à l'écrire en 2016, je l'ai publié en 2020, vous connaissez les difficultés de l'édition, et voilà, nous voilà en 2024, et il se trouve que l'action prend place en 2025. Donc l'année prochaine, ce ne sera plus un roman d'anticipation, ce sera un roman post-humaniste, si on prend les termes de Mara Magda Maftahi. Mais voilà. Et ce que moi j'ai voulu faire dans ce roman, c'est aller le plus loin possible dans cette réflexion sur la nature de la conscience humaine. C'est-à-dire que j'ai mis en place une religion technologique qui est dominée par une super IA que j'ai appelée Maya, où il y a beaucoup de références à la spiritualité dans le livre. Et cette super IA domine voilà, l'humanité tout entière par sa puissance, sa rapidité et son omnipotence. Et pour survivre, les êtres humains se font greffer une puce dans le cerveau pour être connectés à cette IA en permanence. C'est-à-dire qu'ils peuvent, en gros, ils ont un Google dans la tête, si vous préférez. Mais il y a vraiment une dimension religieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une dimension de service, de technique, de performance. C'est très présent, mais il y a aussi vraiment une question, j'allais dire en fait faussement métaphysique, puisque à travers cette intelligence artificielle Maya, ceux que j'appelle les anthropothèques, qui sont les fidèles de cette religion, peuvent s'évader dans des mondes virtuels. Et on retrouve en fin de compte tout ce que les religions, les textes sacrés et la pensée mystique depuis l'origine de l'humanité, on retrouve tout cela, mais en imitation. C'est-à-dire que c'est un faux mysticisme, ce sont de fausses promesses pour une fausse immortalité. Puisque, pour en revenir à la question de la conscience, en fait, en réalité, et ça c'est un débat que j'aimerais voir posé plus souvent dans les médias grand public et pas seulement dans des médias spécialisés, la question de la conscience, elle est primordiale aujourd'hui dans le monde, dans ces deux acceptions, c'est-à-dire la conscience du point de vue bien et mal, et là on rejoint l'éthique, qui est l'étude globalement de ce qui est bien ou de ce qui est mauvais, mais aussi dans sa deuxième signification qui est d'où vient la conscience en fait? Est-ce un produit du cerveau, comme le croient les scientifiques matérialistes, qui sont assez nombreux, ou bien est-ce que c'est autre chose? Et alors, à ce moment-là, du coup, on parle d'âme, et là, si on parle d'âme, ça devient tout de suite assez compliqué, et c'est l'avantage du roman, c'est que on peut en parler comme on veut en fait. Donc moi, je me suis donné cette liberté narrative de mettre en scène un personnage qui donc suit le parcours transhumaniste, qui va se greffer une puce dans le cerveau, qui va découvrir tout ce monde virtuel, rencontrer
d'autres humains anthropotèques, donc transhumanistes, qui sont greffés du cœur, du cerveau, des reins. Bon, et je vous passe les détails d'un petit peu partout. Et on voit sa progression dans la technique et en même temps sa déchéance dans son humanité. Il va se couper de ses amis parce qu'il devient très puissant, très performant. Et puis, il va commencer à vivre des expériences mystiques également, enfin, donc faussement mystiques, par Maya, par la super IA. Bon, après, je ne vous dévoile pas tout le récit, mais à un moment donné, il aura dans le livre une vraie expérience mystique, que je me suis inspiré pour ça des expériences de mort imminente qui sont assez documentées aujourd'hui. Et du coup, là, moi, je me sers de ce récit, de ce roman, pour mettre en parallèle les promesses religieuses de la tech, donc encore une fois, dont on parle très peu, mais qui sont, j'y reviendrai, les racines de la pensée transhumaniste et technologique. C'est-à-dire qu'on peut aussi loin qu'on remonte, les fondateurs de la pensée transhumaniste, et donc les créateurs de l'IA, etc., avaient des objectifs métaphysiques. Il faut être très clair là-dessus. C'est les origines des recherches et de la pensée sur l'IA. C'était devenir immortel, faire de nous des surhommes, donc voir des dieux, etc. C'était ça. Et aujourd'hui, on a mis ça complètement de côté. Or, moi, enfin, voilà, en tout cas, c'est mon modeste point de vue. Or, pour moi, c'est le sujet principal. Et voilà. Et comme le sujet a un petit peu du mal à passer, je me suis dit que la fiction, c'était un bon moyen pour le parcourir. Et voilà, donc ce que j'ai essayé de faire, moi, à travers ce récit. Alors peut-être une métaphysique biaisée ou une métaphysique très très appauvrie, parce qu'on a affaire à des systèmes qui sont conçus à partir de nos données, d'un brassage d'informations, et donc on est dans des formes de transcendance, de religiosité sans transcendance. Et c'est peut-être ça aussi le défi que nous pose l'IA d'une manière générale, lorsqu'on souhaite augmenter l'humain, c'est quand même à partir de systèmes techniques qui brassent des données et qui sont des données personnelles. Donc c'est des autres sans altérité, pour parler comme Lévinas, et on pourrait se poser la question de savoir si à un moment donné on ne va pas être confronté à une forme d'ennui absolu à force de vouloir s'augmenter sans cesse à partir de nos propres données. Enfin, il y a quelque chose de très paradoxal. Mais ce qui est intéressant, bien sûr, dans ta démarche, Grégory et Mar, puisque en effet on se tutoie, c'est que on sent bien à quel point la littérature a ses vertus, parce que précisément elle n'est pas moralisatrice, c'est-à-dire c'est aussi beaucoup basé sur l'idée que l'éthique passe par le narratif. On parle d'éthique narrative en considérant que les détours par les récits nous permettent de nous éveiller à des questions sans pour autant être prescriptives au sens moralisatrice. Et donc ça, je pense que c'est, puisqu'on parle des jeunes générations, on voit bien comment dans les établissements d'éducation, d'enseignement supérieur ou autres, le fait de passer par l'art, le fait de passer par la littérature, le fait de passer par des science-fiction, peut-être, Cyril, vous allez peut-être nous donner votre avis sur cela, est un moyen indirect de produire d'une réflexivité critique. Et parce que si on arrive dans une salle de cours en disant il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, justement avec une manière très binaire de voir les choses ou très technophobe, et comme l'a rappelé Elsa, l'enjeu c'est pas la technophobie, l'enjeu c'est de rappeler les contours de l'humain. Donc ça veut dire aussi faire appel à son imaginaire. Alors je ne sais pas, Cyril, si vous avez des choses à nous dire sur le détour par la littérature, la science-fiction dans l'éducation. Alors, plus largement par la créativité, en fait. On est dans une ère où on nous dit que le pétrole du 21e siècle, c'est la data. La data, c'est les données qu'on produit soi-même. Donc on en parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, les photos qu'on publie, les commentaires qu'on laisse, les likes qu'on met sur les commentaires des autres. C'est des données qu'on attribue. La donnée, elle n'est pas nouvelle. Hein. On était presque émerveillés il y a 30 ans quand les 3 Suisses envoyaient un cadeau le jour de notre anniversaire. Et pourtant, pourquoi ils exploitaient une base de données. Maintenant, il faut se rendre compte que l'exploitation de la base de données des réseaux sociaux est sans commune mesure avec celle qu'on a connue, avec celle que connaissent les supermarchés avec les cartes de fidélité. Donc en fait, c'est plutôt une éthique de la data dans laquelle on arrive, et c'est de savoir qu'est-ce qu'on laisse, consciemment ou inconsciemment, comment c'est utilisé et pourquoi faire. Et là, vous avez bien compris que j'avais un tropisme éducation, puisque c'est quand même mon secteur depuis une vingtaine d'années.
Et l'école, je vais le rappeler, même s'il n'y en a pas forcément besoin, c'est quand même le creuset où on forme nos futurs citoyens. Et nous, l'idée chez Génération Numérique, c'est d'en faire des citoyens libres et éclairés. Et en effet, toute la réflexion qui est derrière, c'est de savoir dans quel monde ils veulent vivre, quel monde ils vont contribuer à créer. Est-ce qu'ils veulent être des consommateurs moutonniers à n'utiliser que Google, puisque ça a été cité tout à l'heure, ou est-ce qu'ils veulent avoir des alternatives? Existe-t-elle? Ça, c'est encore une autre question, mais parmi celles qui existent, les utilisent-ils? Donc c'est de savoir comment nous nous inscrivons dans un schéma civilisationnel, ce que nous cherchons. Et je vais faire un parallèle avec la société chinoise qui a pris un curseur très sécuritaire, très dogmatique et de contrôle, où les données personnelles des uns et des autres sont exploitées pour mieux les contrôler, leur autoriser ou leur interdire de faire des choses, de se déplacer ou d'accéder à des biens ou à des services. Alors ça existe déjà. Pour avoir un crédit, il faut remplir un contrat, un formulaire, et puis on est épluché, on sait si ça marche. Sauf que là, cette chose, elle est volontaire, on y va de soi-même, on sait pourquoi on le fait. Là, en l'occurrence, ce sont des données qui sont captées, des données de plus en plus poussées, de vidéos issues de vidéosurveillance, de reconnaissance faciale, d'anticipation en fonction des démarches et des comportements, de savoir si ce comportement est déviant, selon qui. Là aussi, ces questions se posent, selon le dogme en place. Donc il y a quelque chose d'orwellien, et quelque chose qui est totalement non maîtrisé, et encore plus par les générations jeunes, parce qu'ils n'en ont pas conscience, ils n'ont pas ce recul. Déjà, nous-mêmes, on a du mal, il faut quand même l'admettre. Et tout l'enjeu, c'est de leur faire prendre conscience que ces outils ne sont peut-être pas la panacée, ce sont des outils. Je voudrais citer une phrase d'Arthur Miller qui dit « Si l'homme ne façonne pas ses outils le façonneront ». Ouais, ça mérite un minimum de réflexion, de savoir pourquoi je fais ça et comment je l'utilise. Et là, on rentre dans un phénomène que nous, alors à titre éducatif, et je reviens au sujet que j'abordais tout à l'heure sur la création, en fait, c'est sur toutes les techniques et toutes les tentatives de manipulation, quelles qu'elles soient. Manipulation, la publicité est une sorte de manipulation, c'est une influence, mais la publicité, les discours politiques, même bienveillants, les emprises sectaires. Donc, c'est toutes ces espèces de manipulations qui touchent de plus en plus le jeune public, qui sont assises notamment sur la compréhension du fonctionnement de nos cerveaux, certes, de nos biais, par exemple, mais aussi de l'exploitation des outils qui sont à leur portée. Donald Trump aurait-il été élu en 2020 sans le Cambridge Analytica? Cambridge Analytica, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est une agrégation de bases de données issues des banques qui s'achètent, avec une exploitation des données issues de Facebook, traitées, analysées, pour que Trump et ses équipes puissent dire ce que le peuple américain voulait entendre, et donc orienter, d'une certaine manière, le vote. J'ai dit 2020, il n'a pas été en 2020. Si, je suis perdu. Mais non, c'est Biden en 2016, merci, ça s'est terminé en 2020. Ça va peut-être revenir. Donc c'est comment les sociétés, les industriels de la technologie ont entre leurs mains de quoi changer le monde. Et nous, citoyens, elle est où notre voix? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles alternatives avons-nous? Moi, je n'ai pas particulièrement la réponse, sauf à s'interroger soi-même, et c'est ce que nous, on essaye avec les jeunes, de leur faire comprendre qu'eux aussi, ils sont acteurs du monde dans lequel ils vivent, et que leurs actes quotidiens sur Internet et les réseaux sociaux en particulier contribuent à façonner le monde dans lequel nous nous trouvons, et qu'il est aussi de leur responsabilité citoyenne de s'inscrire dans un schéma justement citoyen. Alors, avec la grande question de savoir comment on fait face à ces zones d'influence, parce que vous avez cité le cas de la Chine, donc c'est l'illustration la plus extrême d'une hyper-surveillance et d'un hyper-contrôle social. Mais on se rend bien compte, et vous l'avez dit aussi avec l'élection de Trump, et le retour de Trump peut-être, c'est le jeu d'influence. Et en fait, les guerres cognitives qui s'épanouissent avec le numérique. Et donc, comment faire face? Comment redéfinir les contours d'un sujet
qui exerce son jugement critique. Est-ce que ça ne passe pas par déjà une mise en visibilité des réseaux d'influence? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux, c'est ce qu'on peut penser à beaucoup d'égards en termes de cartographie, de rendre visibles les réseaux d'influence pour donner des prises au sujet, qu'il y a, oui, en effet, des passages de frontières entre des données commerciales et des données qui sont utilisées à des fins politiques. Ça, c'est une première chose. Mais c'est un deuxième point, une question que j'aimerais poser à Elsa Godard. Comment redéfinir les contours, une grande question philosophique, donc je m'adresse à la philosophe et la psychanalyste, comment redéfinir les contours du libre arbitre? Et plus encore, qu'est-ce que serait une éthique pour le sujet numérique? Alors, pour répondre à cette énorme vaste question qui ne serait même pas admise en sujet de thèse, je vais quand même prendre 5-6 minutes si vous avez le souffle de m'entendre pendant ce temps. Or, je vous prie déjà l'assistance de pardonner la solennité de mon ton. Je vais faire un côté un peu court, rappeler des évidences. Mais avant cela, peut-être faire écho à ce que vous disiez, parce qu'il me semble qu'il y a une suite à l'histoire Trump qui est très contemporaine. C'est ce qui s'est passé avec Taylor Swift en janvier-février. Et encore avec Trump derrière. Donc on peut tout à fait supposer, parce que Taylor Swift était une menace, justement un discours anti-Trump. Et il y a une IA. Alors Trump a été élu, hein, j'avais fait une étude à l'époque sur mon travail sur la sincérité et sur les fake news. Trump a été élu aussi grâce à ça. Et cette manipulation de l'opinion publique sur les réseaux sociaux, donc sur les fake news. Et c'est intéressant parce que Taylor Swift, qui menace à nouveau le retour, Trump is come back, c'est terrible. Donc elle, grande chanteuse de pop, très suivie par la jeunesse, etc., discours libéral, en fait, il y a une IA qui, cette fois, va la représenter en actrice porno. Et c'est une IA, donc c'est plus du fake news, c'est du deepfake. C'est une IA générative extrêmement puissante parce que cette IA, en fait, d'habitude, on prend le corps d'une actrice porno sur laquelle on va coller, d'une certaine manière, un visage de quelqu'un d'autre. Tandis que là, elle a tout généré elle-même. C'est une composition radicale. Mais alors, c'est là où c'est intéressant. Parce qu'il y a eu... Alors, Twitter a mis 17 heures avant d'interdire la vidéo, c'est énorme. En termes de régulation et de réaction, c'est juste hallucinant. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une régulation naturelle, humaine, par les fans de la chanteuse, qui ont balancé sur les réseaux une quantité incroyable de vidéos, qui est venue contrebalancer ce qui a été fait par ce qu'on pourrait supposer être une manigance politique. Et donc, en fait, la vidéo s'est trouvée noyée parmi une quantité d'autres. Et en fait, cette réaction-là, il n'y a pas eu de régulation technique, il n'y a pas eu de régulation... Il y a eu une régulation humaine, une réaction humaine. Donc c'est intéressant de voir aussi, de ce point de vue-là. Donc en fait, qu'il y a petit à petit, avec le temps, une mise en place, et ça, sans être... on ne fait pas Madame Irma, ni d'anticipation futuriste ou que sais-je. Enfin, c'est juste du bon sens. Même si Descartes disait que c'était la chose du monde la mieux partagée, c'est pas toujours sûr, mais bon. Donc c'est évident qu'il nous faut un peu de temps pour aussi savoir jouer à trouver un modus vivendi sur l'usage humain, une régulation naturelle des choses, parce que ça a nécessairement à devenir. Bon. Maintenant, je vais tenter de répondre à cette horrible question, merveilleuse et horrible question, mon cher Pierre-Antoine. La question du libre arbitre. La question du libre arbitre, c'est, me semble-t-il, et je crois que ça fait 25 ans que je défends cette position-là, cette notion de libre arbitre, parce que je crois que tout philosophe, avec un minimum de passion et d'engagement dans la pensée, tente, que ce soit dans l'enseignement ou quels que soient les publics, de défendre la question du libre arbitre, là où elle pourrait être menacée. Mais ça serait illusoire de se dire que c'est simplement l'avènement de la virtualité qui menace notre libre arbitre. On ne peut pas penser les usages du numérique sans penser le contexte dans lequel il se développe, c'est-à-dire notre société contemporaine. Parce que derrière ça, il y a les problématiques liées au capitalisme, il y a les problématiques relationnelles, il y a les problématiques liées à l'hypermodernité, à un affairement, un rapport au temps et à l'espace, ainsi de suite. Donc on ne peut pas se contenter de penser ce problème à la virtualité, sans penser le tout dans lequel il s'inscrit. Déjà, ça, c'est une chose. Donc, un constat, et là-dessus, je m'y engage, il est très clair que la question du libre arbitre, que je vais définir, bien sûr, la question du libre arbitre est aujourd'hui quelque chose qui est menacé, est aujourd'hui quelque chose que l'on doit défendre, quels que soient les moyens d'expression que l'on a. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre ? Liberum arbitrium, on le retrouve
Le traité du libre arbitre et de la grâce chez Augustin, 5e siècle, on va attendre, je vais faire un grand pont. Bon, moi, il y a un grand avènement avec Saint-Bernard, mais je ne vais pas en parler ici au XIIe siècle. Mais évidemment, René, vous vous en doutez, René Descartes, qui va vraiment développer cette notion, qui en fait la volonté libre, la faculté la plus infinie avec peut-être l'imagination chez un sujet humain. Et en même temps, Descartes étant le père du libre arbitre, c'est aussi le père de la subjectivité, le père du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet ? Qu'est-ce que c'est qu'un sujet ? Un sujet, je l'ai un peu dit brièvement tout à l'heure, c'est celui qui dit « je ». Mais là, si vous me permettez, je vais développer avec quelques caractéristiques sans être exhaustif. L'individu, c'est l'individuum, l'indivisible, c'est celui qui est pris dans le champ social. Il a une place, persona, sans visage, dans le collectif. C'est l'individu social. Se distingue de l'individu la notion de sujet. C'est celui qui a conscience de lui-même. Non seulement j'existe, mais en plus je le sais. Qui a conscience de lui-même et qui est doté d'un libre arbitre. Ce n'est pas seulement l'autonomos, l'autonomie, se donner à soi-même sa propre loi. C'est aussi capable de faire des choix moraux. Conscientia, la conscience, savoir avec ou savoir par. C'est ce qui nous permet précisément d'établir un jugement dans le but de pouvoir se déterminer. Penser pour pouvoir se déterminer. Cette phrase si chère à Descartes. Bien juger pour pouvoir bien faire. C'est à ça que nous sert la conscience. Finalement, plus j'ai de connaissances, plus je suis capable de savoir, plus je suis capable de me déterminer librement. C'est ça la force de la connaissance, c'est ça l'enjeu du savoir. Donc effectivement, le libre arbitre, la liberté, c'est ainsi que j'aime à la définir toujours, et merci de me donner l'occasion de le répéter ici, être libre, c'est le pouvoir de choisir ses propres contraintes et d'en devenir responsable. Le pouvoir de choisir ses propres contraintes et d'en devenir responsable. Le paradoxe de la liberté, c'est qu'on ne peut pas penser la liberté sans les contraintes qui y sont associées. Une existence sans contraintes n'a pas de sens. La vie sociale, ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. La pensée, la mort, quelles contraintes, les lois physiques. Or, être libre, c'est le pouvoir de choisir ses propres contraintes et d'en devenir responsable. Mais comment choisir mes propres contraintes ? À partir de quel degré de connaissance ? De quel degré de conscience de soi ? De quel horizon ? De quelle direction ? La signification de mes actes ? Le sens, la signification de mes actes, mais aussi la direction dans laquelle je m'inscris ? Alors, ce libre arbitre qui fonde le sujet, qui est au fondement du sujet, qu'on appelle aussi le sujet moral, capable de se déterminer en fonction de ce qu'il est, ne va pas sans la responsabilité. Quand je fais un choix, j'en deviens responsable. J'assume ces choix. Entre parenthèses, permettez-moi un jugement, une considération, une opinion totalement personnelle. Mais c'est ce dont souvent les jeunes générations ont peur, de la liberté. Ça terrifie. Parce que la liberté, ça oblige à la responsabilité. Il est parfois plus confortable de vivre comme un mouton, entrer dans l'ère de l'impensé. C'est dans le vide de la pensée que naît la barbarie, Hannah Arendt. Entrer dans l'ère de l'impensé, parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Alors, un sujet, pour être brève, et j'ai bientôt fini, rassurez-vous. Quelques critères, l'ipséité, la conscience de soi. L'ipséité comme une singularité. Nous sommes tous des identités uniques, singulières. La question de la conscience réflexive. Non seulement je pense, mais en plus je le sais. La conscience morale. La question du désir. On revisite avec la notion du libre, avec la notion de sujet presque toute la philosophie occidentale. Toute conscience est conscience de désir, nous apprend Spinoza. Le désir creusé de la philosophie grecque. Le désir éros en grec. Le désir, cette incertitude, ce vacillement du sujet humain, cette angoisse du manque et du vide, le contraire du plein. Et le temps, celui de la frustration, celui du manque. Le tout de suite impossible. Le désir, le combat que l'on va mener au-delà de l'angoisse du manque pour pouvoir atteindre l'objet de notre satisfaction. C'est bien anti-contemporain cette question du désir, notre contemporanéité qui préfère tant la notion de jouissance. Tout de suite, immédiatement, dans une surenchère, une intensité toujours plus grande. Le désir. Quid du désir pour les jeunes générations ? Faut-il encore éduquer à la frustration pour qu'il puisse y avoir désir ? La parole, homo loquens. Devrais-je vous rappeler brièvement qu'un enfant, un bébé à qui on ne parle pas meurt ? Donc, autre caractéristique, le sujet est toujours en relation. Nous sommes en lien, toujours en relation. Le lien à l'autre, merci Freud.
Le lien à l'autre est premier avant le lien à soi. Sans l'autre, je ne suis pas. Est-il utile de le rappeler avec force dans une société hyper individualiste? Le corps pulsionnel, ce qui n'existe pas, on ne cessera de le répéter dans le champ du virtuel. C'est pourquoi d'ailleurs ça m'inquiète que moyennement, moi personnellement. Avant de venir, on m'a appelé, Elsa, t'es où? T'as atterri? Tes enfants? Oui. J'avais les pieds dans l'eau. Je suis toulonnaise. J'avais besoin de me rappeler la mer sans eux. Les pieds dans l'eau, la chair, le goût de l'autre, l'odeur. Vous savez, le métro, là, il n'y en a pas trop à Saint-Raphaël. L'odeur, là, le matin, on est carrément, on fait corps, tous ensemble. Le goût de l'autre, le corps pulsionnel, le charnel, la chair. La chair, Michel Henry, on adore. Ça, c'est de la métaphysique. Alors, c'est caractéristique du sujet. Pourquoi je vous parle d'une éthique du sujet du numérique? Parce que je pense qu'il existe beaucoup, et je suis en train de faire un travail, c'est mon travail de recherche actuellement, je suis en train de faire un travail de défrichement, de défrichage de l'ensemble des publications en termes scientifiques, de ce qu'il existe autour des éthiques de l'IA, Digital Ethics. Vous avez des quantités de publications. D'ailleurs, j'ai demandé à une de mes étudiantes de m'aider dans le travail de déchiffrage. Et je me suis rendu compte qu'en gros, on avait à peu près toujours les mêmes caractéristiques. On partait de l'objet technique, on réfléchissait sur ce qui pouvait être positif, négatif, les enjeux, les implications. Et on essayait d'ériger quelques principes. Alors, je vais vous en donner juste 2 exemples. Je vais reprendre les recommandations sur l'éthique de l'IA de l'UNESCO, le 23 novembre 2021. 9 principes, je vais juste les citer. Ces 9 principes, ils sont très fiers parce qu'à l'UNESCO, ils estiment avoir posé les principes d'une éthique de l'IA de manière quasi universelle. Voici les principes. La proportionnalité et l'innocuité. Innocuité, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est ce qui ne fait pas de mal. La sûreté, la sécurité, l'équité, la non-discrimination, la durabilité, une vie privée et protection des données. Transparence et explicabilité, surveillance et décision humaine, sensibilisation et éducation, gouvernance. Je vais citer en parallèle un autre type d'approche de l'éthique de l'IA, à savoir les 4 fameux principes de Beauchamp et Childress, les 4 principes bioéthiques: bienfaisance, qu'on retrouve quasiment partout, bienfaisance, non-malfaisance, autonomie et justice. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Parce qu'en fait, sous ces grands principes sont résumés une quantité d'usages du numérique très différents. L'usage que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux, l'avènement d'un filtre pour les jeunes générations qui va tous vous transformer en Kim Kardashian ou en influenceur, n'est pas la même chose que les deepfakes avec la problématique de Trump, ou que ChatGPT, ou qu'encore d'autres IA, des algorithmes qu'on utilise tous les jours dans la vie quotidienne pratique. Si vous avez une appli e-santé, vous utilisez un algorithme et une IA, ainsi de suite. On ne peut pas, me semble-t-il, mettre tous les œufs dans le même panier, qui n'appellent pas aux mêmes usages, qui n'appellent pas aux mêmes recommandations, qui n'appellent pas aux mêmes enjeux. Et je me suis dit, la méthode n'est pas la bonne. Faisant suite à mon propos précédent, il me semble qu'il ne faut pas partir de l'objet, qui apparaîtrait d'emblée avec un a priori menaçant, comme quelque chose qui nous aurait déjà échappé, mais il nous faut partir de ce que l'on veut préserver. Là où ça pourrait, conditionnel, être menacé, c'est-à-dire qu'il faut partir du sujet. Est-ce que dans les caractéristiques, et croyez-moi, je vous fais une présentation très courte, est-ce que dans les caractéristiques que je viens de citer, il y a des enjeux de la technologie contemporaine inscrits dans une globalité qu'est la société contemporaine? Parce que l'usage Amazon, les transports toujours plus vite, la rentabilité, la réussite, l'efficacité, ce sont des usages contemporains. Ça ne vient pas que de ça. Bon, est-ce que ces enjeux-là sont menacés aujourd'hui? Oui, par bien des endroits. Mais avant d'établir des principes éthiques, il ne faut donc pas partir de l'objet extérieur, mais partir du sujet que l'on veut garder. Et ce que je suis en train de fonder, ce n'est pas une éthique de l'IA ou une éthique du numérique. C'est une éthique du sujet du numérique qui nous permettrait de réfléchir sur les grands enjeux. Et cela nous inviterait dans une pluridisciplinarité, j'insiste. L'éthique, elle est toujours plurielle, collective. C'est la diversité des regards qui en font sa richesse. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une certitude, c'est un questionnement. Eh bien, c'est en cheminant à partir de cela qu'on sera capable de préserver quelque chose, de suggérer quelque chose, d'encadrer. Voici les principes que je vous propose, je ne vais pas les développer, ils sont en cours, ils sont naissants. Il y en a 7.
Le principe hippocratique, primum non nocere, ne pas nuire, avec les formes de nuisance possibles qui sont très rapides à énumérer, le mal physique, le mal moral, le mal affectif, le mal social, le mal politique. Et à la fin de chaque principe, je pose une question. En clair, cela veut dire, quand on va avoir une innovation qui touche la question du sujet, pensez à l'avènement d'une nouvelle appli. Vous vous rendez compte, les applis, on est tous des cobayes. Elles sont balancées sur le marché. On en fait un usage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Personne ne se pose la question de savoir en amont, avant d'autoriser la publication d'une appli sous couvert du ludique, si c'est bon ou mauvais. On les utilise tout de suite. Et vous savez très bien, quand c'est parti, c'est impossible d'arrêter après. C'est trop tard. Il faut le faire en amont. Il faudrait qu'il y ait un comité d'éthique sur les applis. Alors la question que je pose, est-ce que cette innovation peut me ou nous nuire? Deuxième principe, le principe de consentement. Poser la nécessité d'une éthique de consentement. Sur la base du jugement éclairé. Ben oui, finalement, est-ce que je suis consentante à l'usage que va avoir cet algorithme, à l'influence qu'il peut produire, sur les conséquences que ça peut avoir? Est-ce que je suis suffisamment éclairée? Principe d'une éthique du consentement. Question, suis-je consentant à l'usage de cet algorithme? Suis-je suffisamment éclairé quant aux conséquences? Troisième principe, le principe d'ipséité, d'unicité. Défense de la subjectivité, capacité de l'erreur, nécessité de non-conformisme, s'opposer à l'uniformisation et au conformisme. Toutes les notions éthiques qui sont ici défendues, la question du langage, la question de la sincérité, de la pulsionalité, ne pas avancer sans penser, d'abord penser, ensuite faire. Question, est-ce que cette application nuit à notre subjectivité? Nous menace-t-elle en tant que sujet? Quatrième principe, le principe responsabilité que j'emprunte à Antionas, pour ceux qui connaissent. Interdire avant d'autoriser quand on est dans l'incertitude ou l'ignorance des conséquences réelles d'une innovation sur le marché. Nécessité de poser la question des limites, imposition d'un cadre, quel qu'il soit, mais qui soit continuellement pensé. On doit continuellement penser le cadre. Création et innovation justifient-elles d'agir avant de réfléchir aux limites? Elles devraient toujours être posées en amont. Question, quelles limites à cette innovation, quel cadre faut-il construire? Cinquième, le principe vertueux ou le principe arétique, issu d'Aristote. Poser, remettre au centre du débat la question du bien, non pas au sens moral et kantien, au sens aristotélicien, le bon. Et pourquoi pas oser le mieux? Cette innovation a-t-elle le souci du bien commun? Menace-t-elle notre bien? Sixième principe, mon préféré, le principe de décence. Le principe de décence, c'est le principe du lien humain. L'altérité et la différence. Tu citais Lévinas, qu'on adore tous les deux, disait très justement, l'avenir c'est l'autre. Est-ce que le lien humain est menacé? La peur, la méfiance, ce que j'appelle le désengagement humain, le désinvestissement, la déréliction du lien, le principe de différence est-il conservé? La question qui se pose, cette innovation remet-elle en question le lien à l'autre? La solidarité, le respect, la considération, la dignité. Et enfin, dernier principe, qui est un principe de vision, le principe d'anticipation, qui nous oblige à penser notre rapport au temps, qui nous oblige à réfléchir sur la nécessité de replacer une utopie sociale, une utopie humaine, une certaine vision, sans pouvoir appauvrir la question, sans pouvoir y répondre définitivement, mais de tenter de le faire. Quelle utopie pour quelle humanité? Dernière question, cette innovation s'inscrit-elle dans l'idée de l'humanité que l'on veut laisser à nos enfants? Et là, je crois qu'il est de notre devoir de penser ces approches-là. Dans 2 semaines, je serai à nouveau à Saint-Raphaël. Je suis invitée à la Compagnie des philosophes sur la question des droits et des devoirs. Eh bien, je présenterai quelque chose de cette nature. Et je reprendrai à mon compte la position d'Antionas qui date de 1979 dans le principe responsabilité et qui, après l'avènement de la bombe H, se dit que c'est la première fois qu'une technologie est capable, nous, l'humanité, de nous autodétruire. Et de ce point de vue-là, c'est la première fois qu'on peut s'autodétruire. Il nous faut une nouvelle éthique. On est tombé dans un vide éthique. Et il pose une position qui fait parfois souvent bondir les juristes. La question est la suivante. Faudrait-il, ne devrions-nous pas poser un droit pour les générations à venir? N'avons-nous pas le devoir de penser un droit pour les générations à venir? Pour moi, il en est de notre responsabilité. Merci.
Merci beaucoup Elsa pour ces propositions en fait, pour une éthique du sujet à l'ère numérique qui nous font beaucoup réfléchir et qui sont tout à fait fascinantes et qui, je pense, posent les conditions d'un programme aussi pour nous laisser penser que si on parle d'innovation, eh bien, on se rend bien compte que l'éthique aussi a besoin de faire preuve d'inventivité. Et donc ça, c'est le défi pour les chercheurs en éthique que de se mettre au travail en se situant dans des contextes aussi technologiques à chaque fois différents. Parce que comme tu nous l'as dit très bien, on ne peut pas avoir d'éthique en général, puisqu'à chaque fois on a des contextes différents. Si on prend les technologies de santé médicales, les technologies, je ne sais pas, militaires ou les technologies qui aident aux soins, toutes ces sphères ne posent pas les mêmes questions. Ça veut dire qu'à chaque fois l'éthique doit être située. Et puis, je rebondirai sur l'importance du temps, c'est-à-dire qu'on évoque beaucoup la vitesse, l'hypervitesse, le fait qu'on est globalement dépassé par l'innovation, mais comme toute innovation, elle appelle aussi un temps d'appropriation. Donc ça implique aussi de développer des efforts d'un point de vue éducatif, de se situer dans le temps long, parce que toute cette histoire de l'Internet est arrivée, même si elle a une longue histoire évidemment, mais elle est arrivée très très vite dans nos vies. Et comme un phénomène total. Donc comment peut-être repenser l'éducation, et notamment concernant, on a parlé beaucoup d'exposition de soi, de problématiques liées à l'hypervisibilité, et ça c'est une question qui me paraît importante en deçà, je dirais, ou en amont de tout l'aspect juridique, c'est-à-dire légaliser, réguler la question de la vie privée. Au fond, comment on arrive à sensibiliser les personnes à l'importance de respecter, que soit respectée la sphère de l'intime et la sphère subjective. Parce que si on n'a pas ce sentiment de la vie privée ou de la vie intime, alors en effet, toute cette économie du dévoilement, parce qu'on est une société de l'exposition aussi qui nous laisse penser que plus on est exposé et plus on est l'objet d'une reconnaissance. Donc c'est pour ça que c'est des sujets qui sont très difficiles à interroger, mais en même temps passionnant. Alors peut-être, je poserai la question à Cyril Di Palma, est-ce qu'il y a une éducation au respect de la vie privée? Est-ce que, quels outils, quelles techniques éducatives il serait idéalement envisageable pour réguler, si je puis dire, ou pour sensibiliser les jeunes générations à cette question de l'exposition? Alors, vous n'étiez pas là pour ma première prise de parole, sinon vous auriez eu la réponse. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un bouleversement dans les notions de vie publique, vie privée et intimité, traversées par les outils numériques et cette potentialité de s'exhiber et d'être aussi voyeur. Donc en fait, c'est le principe éducatif à pouvoir rappeler et à essayer de combattre ce bouleversement, c'est de réexpliquer à l'aune des technologies actuelles ce qu'est la vie privée, ce qui est du domaine de l'intime. Et ça, c'est pas naturel. Ça s'enseigne, et c'est plutôt dans la sphère familiale et parentale que ça s'apprend. C'est moins à l'école, on ne peut pas tout lui demander non plus. Là, c'est vraiment plutôt dans la sphère familiale. Et là, le parent est un modèle pour l'enfant. Si lui-même est en selfie, en photo et photographie à tour de bras, sans se poser la question du pourquoi, du comment, de cette instantanéité. Il n'y a pas de réflexion familiale qui est portée non plus. Donc c'est cette discussion à avoir en famille et cette réflexion à avoir, mais il ne faut pas être mangé par les outils, il faut les réfléchir. Faut réfléchir la vie qu'on mène pour mieux utiliser ses propres outils. Je vais revenir, si vous le permettez, sur les propos tout à l'heure qu'Elsa a tenus tout à l'heure sur le savoir. C'est quoi savoir à l'ère de Google, super moteur de recherche qui apporte des réponses, non, qui n'apporte pas de réponses, qui nous apporte des sites internet sur lesquels on va trouver des réponses, qui challenge les professeurs à longueur de journée. Tout à l'heure, on avait la table ronde qui disait il y a un manque de culture scientifique. Et tout le monde, depuis le Covid, est devenu expert en immunologie, en infectiologie, etc.
Le savoir, il n'a jamais été aussi abondant et aussi disponible, et il n'est pas maîtrisé. Il n'est pas maîtrisé avec l'humilité que l'humain devrait avoir, à savoir, je sais que je ne sais pas. En fait, je suis en train perpétuellement d'apprendre. Il y a toujours plus d'experts que moi. Donc il y a cette notion d'humilité à conserver par rapport à soi-même, par rapport aux autres. Et sur le deuxième sujet sur lequel je voulais rebondir, c'était l'instantanéité. Société consumériste, productiviste, capitaliste, qui nous pousse à aller toujours plus loin, plus vite dans nos consommations. Et on a oublié la frustration et l'attente. On n'attend pas pour commenter une publication sur les réseaux sociaux, on va la liker sans réfléchir, on va la repartager parfois sans réfléchir. Et ça, là, la technologie joue contre nous parce que on ne va pas attendre un moment de pause pour aller consulter. On va être sollicité par l'outil si jamais on a laissé nos notifications. Donc, c'est-à-dire que vous vous laissez avoir, ou en tout cas vous devenez un peu esclave de votre smartphone dès lors que vous allez avoir des bips et des sonneries ou des alertes visuelles qui vont vous conduire à consulter votre smartphone sans pour autant savoir pourquoi. Et ça, c'est issu de l'économie de l'attention, de cette magnifique expérience qui avait été menée sur des souris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit débrief. On met 2 souris chacune dans une cage. Il y en a une qui, quand elle appuie sur un bouton, il y a à manger. Et puis il y en a une, quand elle appuie, il y a à manger ou pas. Celle qui a faim, elle appuie sur à manger et puis on lui donne à manger. Elle s'auto-rationne en fonction de sa faim. L'autre, en revanche, comme c'est aléatoire, elle ne va pas arrêter d'y aller. Et elle va devenir obèse. L'économie de l'attention est basée là-dessus. C'est qu'en fait, de vous mettre dans une espèce d'attente, d'angoisse, de louper quelque chose, qui est alors encore plus valable pour nos chères têtes blondes qui peuvent être sensibles à ces injonctions, parce qu'ils n'ont pas le libre arbitre encore. Le libre arbitre est en construction. Enfin, il est en construction, je pense, pour tout le monde et tout le temps. Et ils n'ont pas non plus le recul de se dire, c'est pas parce que je suis pas au courant du dernier potin que je vais être à la ramasse vis-à-vis de mes copains de la classe ou des cours. Donc on a aussi à leur apprendre la patience et l'attente. Alors moi, mes parents me disaient, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. De nos jours, nos enfants parlent toujours, mais ils cliquent beaucoup. Donc le conseil que moi j'aime à rappeler, c'est tourne ton pouce 7 fois avant de cliquer. En fait, c'est de reprendre un peu la mesure du temps, la mesure de la réflexion qui ne doit pas être le sujet de l'émotion. Là aussi, autre élément propre, en tout cas très utilisé par Internet et les réseaux sociaux en particulier, c'est d'agir et de surréagir aux émotions, sur les émotions. Quelles sont les vidéos qui marchent le mieux sur les réseaux sociaux? C'est les vidéos de chats, les chatons. C'est mignon. Ça fait appel à l'émotion. Les autres émotions qui nous font réagir, c'est la colère et la haine. Ce sont des émotions fortes et les algorithmes en ont pris conscience d'une certaine manière. Enfin, je ne vais pas dire ça parce que la phrase n'est pas bonne. Les algorithmes jouent sur ces émotions en faisant rebondir et en donnant d'autant plus de visibilité aux commentaires et aux posts qui font réagir la communauté. Ils mesurent l'engagement de la communauté. Ça va réagir, mais pour faire réagir, on peut malheureusement pas être dans une époque nuancée, modérée, avec des propos construits. Ça va être dans le clash, ça va être dans la punchline et pas dans la réflexion. Donc c'est là aussi prendre du recul par rapport à ce que l'outil peut nous imposer de faire, enfin nous conduire à faire, en réfrénant peut-être nos instincts et en reprenant le temps de la réflexion. C'est pas parce que votre voiture va à 200 km/h que vous allez le faire en ville. Elle peut le faire. C'était une question qui a été posée. Est-ce que la technologie est-ce que c'est socialement souhaitable? C'est pas parce qu'on peut le faire qu'il est souhaitable de le faire. Là aussi, reprenons un peu le contrôle. Oui, en effet, c'est une dissociation qui est importante entre la possibilité technique et se poser la question de savoir si elle est cette possibilité souhaitable d'un point de vue
d'un point de vue sociétal, d'un point de vue éthique, et donc de ne pas se laisser assommer par une forme de déterminisme de l'innovation. Je crois qu'Elsa voulait rebondir sur un point, brièvement. Oui, très brièvement. Je pense que, en vous écoutant, on a toujours le contexte qui nous contraint beaucoup, mais je pense que on a toujours tendance, et c'est un danger quand on pense le contemporain, d'y apposer des jugements. Et je voudrais peut-être proposer de nuancer votre propos, parce que c'est pas tout blanc, tout noir en fait. Et surtout, ça serait pas juste de penser en ces termes. Je vous donne juste un exemple. J'ai pas été à la table ronde de tout à l'heure, j'étais évidemment à la mer, mais néanmoins, je crois qu'il serait terriblement faux de dire que les productions, les recherches scientifiques sont en retrait. C'est pas une... C'est pas ce qui a été dit, c'est qu'il manquait, on manque de culture scientifique. Non, elle n'a jamais été aussi prépondérante. Et d'ailleurs, Wikipédia, c'est quand même, c'est un système anarchique qui fonctionne très très bien et qui est vraiment une communauté intellectuelle et qui passe son temps à remettre les choses en mouvement. Moi, je trouve que, honnêtement, la planète n'a jamais autant lu, n'a jamais autant écrit et n'a jamais eu autant accès à des connaissances scientifiques justes, déployées de manière incroyablement diffuse pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez des tutos en physique, vous avez accès à des connaissances extrêmement complexes en 5 minutes. Aucun chercheur ne pourrait travailler sans Internet. On a accès à des données. Alors, il y a le meilleur et il y a le pire. C'est ça que je suis en train de dire. Et la problématique que vous citiez sur les compétences scientifiques, c'est la problématique des médias. C'est le choix des gens à qui on donne la parole. C'est autre chose. Si l'enjeu est de faire du buzz, ok. Mais ce n'est pas une problématique de fond. Au contraire, je dirais même mieux que on n'a jamais autant été amené, et c'est valable aussi pour les enfants. Et ce que vous décrivez sur l'économie de l'attention, vous avez quoi, Citon, je pense, mais c'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Donc effectivement, c'est la peur de manquer quelque chose, mais c'est pas tout le monde, et c'est extrêmement rare quand même, ce type de problématique, qui est à la limite aussi du pathologique. C'est quand même extrêmement rare, ce type de malaise. On ne peut pas généraliser les choses. Non, je ne cherche pas à généraliser. Alors, tout d'abord, sur la connaissance, je suis entièrement d'accord, on n'en a jamais eu autant. Vous faites une faute d'orthographe, vous ne savez pas écrire un mot, même moi, parfois, au tableau, en cours, j'ai une échappée, regardez sur Internet, vite fait, quel est l'auteur de cette citation, ça m'échappe. C'est génial. Jamais on aurait pu faire ça avant, parce qu'on n'a pas Universalis avec nous en cours. Alors, je n'ai jamais dit le contraire. C'est la faculté après de discernement et de choisir les bonnes références. Sur le buzz médiatique, etc., on est d'accord là-dessus. Sur l'économie de l'attention, c'est un peu différent avec le FOMO, ce qui est heureusement très rare. On a eu très peu de cas d'ados qui pétaient un câble parce que lors d'une sortie scolaire, le téléphone portable était confisqué ou il était mis de côté. Heureusement encore. Non, c'est plutôt cette frustration, cette gestion de la frustration ou de l'attente que je voulais pointer du doigt. Oui, et puis il y a une différence aussi entre l'accès à l'information. On a accès à une multitude d'informations et de connaissances, et l'appropriation qui implique de la discipline et du temps. Donc c'est des choses un peu différentes. Alors même dans une société qui valorise beaucoup l'hypervitesse. Donc ça, c'est une contradiction qui est très très forte. Grégory ? Oui, non, je voulais simplement effectivement rebondir sur... du coup, je vais répéter ce que tu viens de dire. Non, simplement dire qu'effectivement, la quantité d'informations n'a jamais été aussi importante. Mais aujourd'hui, pour parler des jeunes, puisque c'est le cœur de notre débat, en théorie, aujourd'hui, bon, alors après, c'est peut-être des clichés, etc. Mais néanmoins, je voyais récemment dans un petit micro-trottoir que... la plupart des jeunes ne savaient pas reconnaître un concombre d'une courgette. Donc il y a une quantité astronomique de connaissances, mais les jeunes, les nouvelles générations ne se les approprient pas. Ils ne savent plus écrire, même limite, ils ne savent plus écrire avec leurs mains. Il y a des niveaux d'orthographe qui ont chuté terriblement, etc. Donc globalement, il y a un niveau de formation, en fait. Le problème, ce n'est pas la connaissance, c'est ce qu'on en fait. Amazon est en train de limiter la publication de livres parce qu'il n'y a jamais eu autant de livres publiés à compte d'auteur, par l'auto-édition. En fait, ça a tellement explosé le marché, donc il n'y a jamais autant de gens qui se sont mis à écrire des livres, et bien avant ChatGPT. Moi, je pense qu'il faut faire très attention. Quand il s'agit de penser le contemporain d'un point de vue méthodologique, il faut interroger avant d'avoir une dimension catégorique. Parce que vous allez trouver dans cette société, qui est une société paradoxale, comme le qualifient si bien les sociologues, le meilleur et le pire dans tous les cas. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Certes, sur le concombre et la courgette, je ne suis pas sûre que vous demandiez à un petit citadin qui a toujours vécu à Paris il y a 50 ans s'il fait la différence entre un radis noir, un radis blanc ou que sais-je. Je ne suis pas sûre que ce soit symptomatique de quelque chose et qu'on pourrait en tirer des conclusions.
Alors sur ces questions paradoxales, brûlantes, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à des questions dans la salle, puisqu'on a encore... Il y a des applis qui existent pour photographier et ça nous donne à peu près... Avec les champignons. Ah bah c'est encore plus dangereux. Mais qui nous permettent aussi de déterminer si telle fleur comment elle s'appelle ou tel légume. Donc on peut y accéder, mais encore faut-il savoir que cette appli existe, savoir s'en servir, etc. Donc après il y a toute cette question. Voilà, donc je vous propose d'intervenir, de commenter, d'interroger nos conférenciers et notre conférencière. Merci. D'abord, merci pour votre présence et vos explications. Il y a une dimension que je ne vois pas apparaître. C'est que actuellement, nous sommes en guerre. Donc, toutes les notions, que ce soit guerre économique, guerre politique ou quoi que ce soit d'autre, hein. Donc, tout ce qui est notion d'éthique, c'est beau, c'est bien, d'accord ? Mais tout le monde peut passer outre. N'importe quel dictateur va passer outre, on lui donne les moyens technologiques de passer outre toutes les éthiques que vous pourriez définir. Donc, est-ce que vous avez donné l'exemple, on est dans un état où on peut s'autodétruire depuis la bombe atomique. Mais pour la bombe atomique, on a fait de l'autorégulation. D'accord ? Il y a eu des traités de non-prolifération d'armes nucléaires. Au niveau des technologies modernes, basées sur Internet, d'une façon très générale, et ce n'est pas l'IA Act de l'Europe qui va changer, le RGPD, etc., qui va changer quoi que ce soit, on n'a rien. On laisse faire. On ne met aucune frontière, aucune barrière. Et au contraire, on dit il faut laisser le système s'autoréguler. Et c'est là où j'aimerais bien avoir votre avis. Je ne pense pas qu'on laisse le système s'autoréguler. Vous citiez ce qui vient justement d'être admis au niveau européen. Alors, il y a des régulations économiques, notamment. C'est les enjeux. Il y a une guerre des normes sur l'IA. Elle existe, cette guerre, et ça, c'est très juste. Hein. Que ce soit avec les États-Unis ou avec la Chine, par exemple. Il y a des enjeux financiers énormes. Je suis d'accord avec ça. Pardon ? Non, mais je parle de ce qui se joue sur les normes de l'IA, donc je ne parle pas d'une guerre de territoire. Ce sont des choses qui existent. Maintenant, est-ce que votre approche laisserait supposer qu'il y a un problème de destruction qui est équivalent pour vous entre l'avènement, l'usage du numérique et l'avènement de la bombe H ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre les choses sur le premier plan. Vous pouvez, vous, décider de le faire. Moi, je pense que ça mérite réflexion déjà. Ce point de comparaison, il n'est pas gagné. La deuxième chose, c'est que... Ah non, mais j'ai rappelé un point historique. On était entré dans ce que Antionas rappelle un vide éthique. Pour la première fois, on arrive à un développement technologique qui nous invite à repenser le rapport à l'éthique. Mais on a fait ça, on a commencé à poser des normes et des lois précisément après s'en être servi de la bombe H. Moi, je ne les mets pas sur le même plan. Mais on a le fait après coup. On est en train de le faire. On est tous en train de travailler à ça. On est tous en train d'œuvrer à ça. Il faut laisser un petit peu de temps. Ça a 20 ans, Facebook. C'est pas si vieux que ça. C'est vraiment en train de se faire, en tout cas. Moi, je serais même pour qu'on puisse créer les fondements des droits et des devoirs du citoyen numérique, avec tout ce que ça implique. Vous voyez ? Mais cette régulation, elle est aussi politique. Et c'est bien les enjeux qui se jouent actuellement. Je vais rebondir rapidement sur le parallèle avec le nucléaire. En fait, il y a le début de mon roman exploite des citations d'un historien de la technologie qui s'appelle George Dyson et qui fait ce parallèle justement dans une interview passionnante entre l'apparition de la bombe H et l'IA aujourd'hui. Et en fait, il explique l'historique de l'apparition, enfin de la création de la bombe H qui est liée justement aux ordinateurs. Et il y a eu un accord entre les militaires et les scientifiques
qu'il y avait des ordinateurs et les militaires qui avaient les financements pour créer la bombe H. Et ce qu'il explique, c'est assez passionnant. Il dit en rigolant que le diable avait prévu de détruire la planète avec ces bombes, mais que finalement elles n'ont pas été utilisées pour les raisons qu'on connaît, Dieu merci. Et il dit que peut-être que le diable aujourd'hui attend les ordinateurs pour mettre son plan à exécution. C'est-à-dire qu'il y a un vrai parallèle, dans le potentiel de destruction entre effectivement le nucléaire et aujourd'hui l'intelligence artificielle. La seule nuance, c'est que la destruction, elle ne se fera pas de la même manière, de manière aussi visible et peut-être aussi, on va dire, physique, en tout cas dans un premier temps, parce qu'aujourd'hui, ce qui vient, j'aurais pas tellement eu le temps de développer, mais ce qui vient aujourd'hui, le plus grand risque qui se pose aujourd'hui par rapport à la prolifération de l'IA, c'est la destruction de la pensée. C'est-à-dire qu'on est en train de construire une humanité qui va... et donc là, ça concerne effectivement les jeunes générations, parce qu'on doit vraiment les munir d'outils intellectuels critiques par rapport à ça, parce qu'ils sont extrêmement poreux aux nouvelles technologies. On est en train de construire une humanité qui crée une confusion sans précédent sur ce qui est l'humain et entre ce qui est l'humain et ce qui est la machine. C'est-à-dire que voilà, un exemple que je voulais citer ce soir, ce sont des applications de deadbots qui permettent de parler avec nos défunts, de les recréer sous forme virtuelle, sous forme d'avatar, avec des données personnelles qui ont été collectées les années précédentes et qui nous font croire que ces défunts ne sont pas morts. Ça va créer une vague de maladies psychiatriques, mais sans précédent. Pourtant, c'est en diffusion libre et évidemment moyennant des abonnements payants. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'aurais pu vous donner, mais qui va mener à une déstructuration de la pensée du réel. Encore une fois, à la base, ce qui fait de nous des êtres humains, mais ce qui est tout simplement globalement la réalité. Aujourd'hui, le risque il se situe à ce niveau-là. Et je pense, moi en tout cas, je partage ce point de vue-là, que le potentiel de destruction, et je ne veux pas être alarmiste, mais juste, je pense qu'il faut avoir conscience des choses pour avoir un esprit critique et avoir le discernement dans ce qu'on fait, dans ce qu'on utilise et et comment on éduque les jeunes générations à ça. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'être conscient de ce potentiel de nuisance sur la pensée humaine, qui, si elle est détruite, finira par emmener le reste de la civilisation. Alors après, entre les mises en scène possibles qu'on retrouve aussi dans les anticipations et la réalité sociologique de l'appropriation des technologies, on se rend compte que quand même, il y a beaucoup plus de disparités, d'hétérogénéité, et que si on se situe dans un temps long, alors on permet aussi à des pratiques sociales de se développer dans les interactions avec les technologies. Il n'y a pas la technologie seule, il y a des pratiques technologiques qui sont des pratiques sociales. Encore faut-il en effet que les contours du politique qui puissent prendre en charge le développement technologique puissent se faire. Y a-t-il une ultime question? Oui, Laetitia Avia. Oui, merci beaucoup. Alors j'ai un commentaire rapide et une question qui sera tout aussi rapide. Le premier commentaire, parce qu'il y a eu débat sur le FOMO, Fear of Missing Out, je vais juste vous dire qu'il y a une étude qui a été publiée en novembre dernier par le Family Online Institute qui indique que c'est une des premières sources d'anxiété chez les jeunes aujourd'hui. Donc c'est quand même pas un sujet accessoire, et ce qui nous permet toujours de nous rappeler que tout ce dont nous parlons en termes d'impact, enfin en termes de réalisation de dérives dans l'espace numérique, a un impact après dans la vie réelle des jeunes, et donc un point à garder en tête sur lequel je voulais rebondir. Ma question, très brève, vous avez, je pense, tous cette vision commune de vouloir garder, finalement, de vouloir préserver l'humain, tout simplement, et ce qui est de la caractéristique humaine. J'ai du mal à comprendre si vous considérez qu'il y a ou pas une éthique du numérique. Je voyais par exemple que vous êtes responsable d'un DU à l'UPEC de éthique et numérique. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'anthropomorphisme lorsque l'on utilise des termes qui sont des qualités qui sont censées être humaines pour des technologies? Donc ma question est très brève. Éthique de l'IA, par exemple, est-ce que c'est une notion que vous validez ou pas? Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Comment vous la définissez? Vous voulez vraiment qu'on y aille sur la question finale? Un instant, non, brièvement, simplement. Quel est l'objet de l'éthique, par exemple? Dès les origines grecques. De préserver des valeurs. Non. Vous me demandez comment je la définis. Moi, je définis comme préserver des valeurs. Je parle d'un point de vue historique. D'un point de vue historique, c'est quoi l'objet de l'éthique?
c'est le bien commun, le bien vivre ensemble. L'éthique est ce qui va permettre de fonder des valeurs, absolument, dans le but de bien vivre ensemble. Elle régule la vie collective. Donc en fait, tout ce qui viendrait interroger l'agir, d'ailleurs, c'est une très belle dénomination, on parle de l'éthique, la sagesse pratique ou encore la sagesse de l'action. L'éthique répond à la question « comment vivre ? Comment doit-on vivre ?» Finalement, tout ce qui vient impacter cette problématique, à savoir la question du bien vivre ensemble ou comment dois-je agir, comment dois-je vivre, tout ce qui vient impacter cette problématique implique une réflexion sur l'éthique. Je peux finir ou pas, malgré le gong ? Je pense qu'il devrait y avoir une éthique de nos usages du numérique, répondant à la question très simple, comment devrions-nous penser avec un A et parfois avec un E et parfois avec un A, notre rapport au numérique ? Ça, c'est une éthique du numérique. Est-ce qu'elles existent ? Est-ce qu'elles sont claires ? Est-ce qu'elles sont suffisamment posées pour qu'on puisse les enseigner ? Non, elles sont en devenir et constitutives. Mais il ne peut y avoir d'une éthique du numérique sans sujet. Et ça, je pense que c'est une problématique aujourd'hui sur laquelle on ne s'est pas encore penché. Voilà un objet de réflexion à suivre, à poursuivre. Merci beaucoup à tous les trois. Et belle suite de journée. Merci à tout le monde.